Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Gérard Deltel. Fait qu'on rentre par quelle porte quand on rentre au Parlement canadien? Mais en ce moment, M. Deltel, lui, son bureau, donc, imaginez-vous, là, il n'est pas sur la colline, là. C'est en bas de la côte, en vérité. Ça s'appelle l'immeuble de la Confédération. Et c'est là qu'il y a énormément de bureaux de ministres, de députés. Quand il fait trop froid, ils ont un petit autobus pour les monter en haut de la côte l'hiver. On l'oublie souvent, hein, mais Gérard Deltel est un fils d'immigrants. Ses parents étaient des Français d'origine, mais ils ont fui la guerre d'Algérie pour venir s'établir au Canada. Et leur priorité, paraît-il, c'était l'intégration. C'est aussi ça l'histoire de cet homme qui a la politique dans la peau. Imaginez, à 17 ans, le jeune Gérard était déjà président d'association de comté pour le Parti conservateur de Brian Mulroney. On dirait aujourd'hui de lui, c'est un vieux bleu. Un mouton noir aussi, hein, parce que Gérard Deltel a été aux premières loges des débuts de la station TQS. Est-ce que tu as connu Gérard à l'époque journalistique? Est-ce que tu le connaissais? Non, pas du tout. Parce que moi, la réalité, tu sais, j'habite à Ottawa depuis des années. Puis à l'époque, TQS, tu sais, la Bulletin Nouvelle était à 5h30. Ils n'étaient pas présents sur la colline à Ottawa. Donc, c'était pas un média qui faisait partie de mon univers et de mes référents, là, tu sais, comme journaliste. Une tragédie épouvantable, comparable à celle du Titanic, qui pourtant, et étrangement, Gérard Deltel est pratiquement tombé dans l'oubli. Et ça, c'est surprenant, Raymond, que ce soit oublié, parce que c'est la deuxième plus grande catastrophe maritime. Bon, oui, il a fait un petit détour là, par Radio-Canada et TVA, mais comment résister à l'appel de rentrer au bercail pour devenir correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale? Tous les partis politiques l'ont courtisé. Et pour ceux qui le connaissent, c'est sans surprise qu'il a fait le saut à la DQ. Est-ce que vous avez l'épiderme suffisamment épais pour subir les critiques de vos anciens pairs? Ça fait déjà 12 mois que je suis en politique. J'ai fait mon annonce le 1er novembre et c'est pas si mal. À l'époque, les troupes de Mario Dumont formaient l'opposition officielle, rappelez-vous, mais le pouvoir leur échappera dans une débandade électorale peu commune. Rappelez-vous, un an plus tard, Gérard Deltel est propulsé chef de la DQ au terme d'une grave crise politique. Tu sais, je pense que pour les gens qui connaissaient moins, ils l'ont découvert dans le délire de la course à la direction pour la succession de Mario Dumont, là. Tu sais, se rappeler de Gilles Taillon, la plante qui avait voté, etc. Puis c'est lui qui a hérité de ce parti-là qui était presque en décomposition, là. Tu sais, je pense qu'en quelques mois, ils sont partis de 7 à 4 députés, là. Puis qu'il a porté à bout de bras jusqu'à ce que fasse ce mariage avec la Coalition Avenir Québec, tu sais. Cette fusion. Bonjour, M. Deltel. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de regarder les militants de la DQ dans les yeux et de leur dire, à la prochaine élection générale, il est possible que nous formions le gouvernement? Il est beaucoup trop tôt pour faire cette affirmation-là. Si je la faisais, je serais pas réaliste puis je serais pas responsable. Or, on veut justement être le parti qui est réaliste et qui est responsable. Donc, il faut y aller une étape à la fois. Fait que si tu avais à définir Gérard Deltel en un adjectif ou un mot? C'est un politicien qui a un sens de la formule absolument extraordinaire. Ça, c'est son passé de journaliste qui a dû aider. Oui, mais il y a des politiciens qui l'ont jamais, le sens de la formule. Lui, il l'a, puis il a le sens... Et c'est cet art en politique qui devient important de résumer des enjeux complexes de manière très simple. C'est de ramener les gens à la maison et de créer un parti qui les rassemble et qui leur ressemble. Mais c'est un peu déroutant en ce moment, parce que tu le vois, là, toute la colline est un chantier de construction monumental, là. Parce que ça a été... Donc là, ils viennent de fermer l'édifice du centre. Ils disent pour 10 ans, moi je dis 20, là. Puis les immeubles qui restent, comme celui de
de la Confédération est en rénovation en ce moment, là. Parce qu'il faut consolider des structures, réparer les fenêtres. Tu sais, c'est des vieux immeubles, là, mais c'est quand même magnifique. Tu sais, regarde, là. Moi, je me trouve privilégiée de travailler ici à tous les jours. Mariage difficile ou avait-il fait le tour du jardin à Québec? Toujours est-il que Gérard Deltel a répondu à l'appel de Stephen Harper et s'est fait élire aux communes en 2015. Après 11 ans comme député d'opposition, goûtera-t-il enfin au pouvoir en 2019? Je vous présente le député conservateur, Gérard Deltel. Allez. Gérard, on arrive. C'est ça. Donc là, ça roule. Parfait. Donc, micro proche, je connais ça. Un petit peu, oui. Un peu, hein? On me demande des fois, vous en avez-vous des médias? Vous en avez-vous du temps que j'étais journaliste? Je dis pas vraiment. J'ai adoré ce que j'ai fait quand j'étais journaliste, puis j'adore ce que je fais depuis comme député. Puis de toute façon, j'ai un micro sur le museau tous les 2 jours. Fait que c'est pas, je m'ennuie pas des médias. Non. Mais est-ce que ça vous manque pas d'être journaliste? Non, absolument pas. Non, pourquoi? Sincèrement, j'ai été privilégié, moi, dans la vie. J'ai eu comme deux jobs, là, 2 emplois principaux. Journaliste, député. Journaliste, j'ai adoré ça. J'ai fait les 3 antennes, j'étais Radio-Canada, TVA, TQS. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant 20 ans, puis j'adore ce que je fais maintenant. Fait que j'ai pas de regrets, j'ai pas de dans le bon vieux temps. Non. J'ai fait ce que j'avais à faire quand j'étais journaliste, puis j'adore ce que je fais maintenant comme député. Qu'est-ce que vous aimiez du journalisme? En fait, c'est drôle parce que journaliste et député, c'est à peu près la même chose, mais exactement le contraire. Un journaliste est témoin des événements, il est au cœur de l'action, puis il doit rapporter les choses de façon neutre. Un député, il est plus que témoin des événements, il est acteur des événements. Il faut qu'il ait une opinion sur tout et il est là pour dire ce qu'il pense. Fait que c'est la même chose, mais exactement le contraire. Quand je lisais votre biographie, vous avez été à Radio-Canada et TVA. Ouais. Personne ne sait ça de vous. On s'en rappelle pas. Pourtant, j'ai eu des belles heures à Radio-Canada. J'ai eu des belles heures aussi à TVA. 2 ans à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous et faisiez 3 ans à TVA. À Radio-Canada, j'ai été repêché par l'équipe de CBVT, là, de Radio-Canada Québec. Mais j'ai fait les émissions de fin de semaine aussi. J'allais de temps en temps à Montréal, des trucs comme ça. Mais j'adorais ça. Mais moi, c'est le téléphone qui a sonné. À TVA, c'était pareil. Ça faisait 5 ans que j'étais à TQS, puis Jean-Luc Mongrain m'appelle, puis voulait était intéressé à ce qu'on travaille ensemble. Alors, quand Jean-Luc Mongrain t'appelle, tu écoutes, hein. Fait que j'ai été 3 ans à TVA, après ça TQS, puis après ça Radio-Canada 2 ans, la même chose. Qu'est-ce que vous avez été à TQS, qu'on appelait le mouton noir, hein, de la télé on l'identifie à vous, à votre carrière. Qu'est-ce que le Québec a perdu avec la perte de cette salle de nouvelles-là? C'est drôle parce que il y a pas une semaine, sérieusement, il y a pas une semaine où je me fais pas parler de TQS. Évidemment, des personnes aux tempes grises, on l'aura compris, là, des gens qui ont 20 ans, TQS, ça leur dit strictement rien. Mais non, c'est ça. Mais il y a pas une fin de semaine que les gens me disent pas, on s'ennuie de TQS. Je me souviens de vous quand vous étiez journaliste et tout ça. Je pense que TQS avait une proximité dans le traitement de l'information qui était très près des gens. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui étaient vraiment très actifs à TQS à l'époque le sont encore aujourd'hui, que ce soit à TVA ou à Radio-Canada ou ailleurs. Donc, la signature TQS est encore là. Si je regarde chez nous à Québec, le chef d'antenne de Radio-Canada, Bruno Savard, est un produit de TQS, puis le chef d'antenne de TVA, Pierre Jobin, est un produit de TQS. Alors, on n'est pas gênés de ça, là, nous autres, bien au contraire. Mais est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'information au Québec et ailleurs? Quand j'étais à TQS, on avait de très sérieuses préoccupations par rapport à ça. Il y a 30 ans. Ça va faire 30 ans là, que TQS a ouvert ses portes à Québec. Parce que ça a ouvert en 86 à Montréal, 89 à Québec, et puis on s'appelle nous autres les TQX, parce qu'on n'est plus là. TQS n'existe plus, on est les TQX. Et moi, j'ai connu les premières inquiétudes majeures, là, parce que on disait que la tarte publicitaire était trop réduite et tout ça, puis qu'il y avait un joueur de trop. Je me souviens entre autres d'un ministre des communications qui avait dit cette valeur, il y a un joueur de trop. Ah bon, OK. Merci, monsieur. Et je pense que j'ai pas passé la clip à la TV cette fois-là. Non, ouais. mais tout ça pour dire que oui, j'ai connu ça. Puis oui, ça me préoccupe, mais l'information devra toujours exister et va toujours exister. Mais il faut la faire correctement. Et il faut que les médias soient conscients que l'accès gratuit risque de faire mal, et fait mal à l'industrie. Alors,
quand on sait qu'il y a une vingtaine d'années, l'industrie musicale a été confrontée à la même difficulté, c'est-à-dire que ça propageait la musique, puis il y avait de la copie qui se faisait à gauche, à droite. L'industrie s'est disciplinée à travers le monde, puis tout le monde a embarqué dans la façon de faire, ce qui fait que maintenant, l'industrie fonctionne. Les médias sont confrontés, je dirais, à la diffusion excessive, gratuitement, de l'information. Je vais être bien honnête avec vous, je me souviens pas la dernière fois que j'ai payé pour acheter un journal. Je me souviens pas de la dernière fois que je me suis assis le soir à 10h pour écouter le bulletin de nouvelles. Vous m'écoutez pas, là. Parce que je vous vois 10 fois par jour sur Twitter et Facebook. Alors, cet accès gratuit à ça, parce que quand j'ai le journal au café le matin ou quand je me promène le matin, les fins de semaine dans mon comté, puis évidemment, je fais le tour des restaurants, des trucs comme ça, comme tout le monde le fait, puis je prends le journal, puis je le regarde, 4/5 de ce que je vois dans le journal, je l'ai lu la veille ou je l'ai vu le matin même sur mon Twitter, sur mon Facebook. Alors, c'est cet accès-là auquel l'industrie tout entière doit réfléchir. C'est quoi la solution par ailleurs? Parce que on est dans une solution où c'est les géants du web qui empochent l'argent, Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut que des gouvernements mettent le pied à terre? Vous êtes conservateur, vous n'êtes pas interventionniste, là. L'idée de donner des subventions aux médias, je sais que vous êtes contre. Alors, elle passe par où, selon vous, la solution? C'est parce que la solution qui est proposée actuellement, c'est mettre un plaster sur une plaie ouverte. C'est ça, la réalité. Ça règle pas le fond du problème. Ça peut temporairement régler certaines réalités, mais ultimement, le problème demeure le même. C'est l'accès gratuit à l'information et c'est à l'industrie à se discipliner. J'ai remarqué récemment que quand je clique sur certains articles, pouf, il faut que je m'abonne. Ah bon, ben voilà. Donc là, c'est une avenue. Cela dit, c'est pas à moi à dire aux médias quoi faire. Mais il faut que les médias, entre eux, comprennent cette réalité-là. Cela dit, c'est pas juste conscrit au Canada, cette histoire-là. Là. C'est partout à travers le monde qu'on vit ça. Mais partout à travers le monde, on voit certains médias, évidemment les plus forts. C'est normal, ça commence toujours par les plus forts. Le New York Times, Washington Post, qui sont énormément disciplinés là-dessus. Et ça fonctionne, puis ça grossit, puis ça prend de l'ampleur, puis ça prend du volume. Alors, moi, je pense que c'est pas au gouvernement à dire à l'industrie quoi faire, mais c'est à l'industrie à se discipliner. Si on prend un pas de recul, Gérard Deltel, vous êtes un fils d'immigrants? Oui. 60 ans. Mes parents sont arrivés il y a 60 ans. Vos parents ont quitté l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Mm-hmm. Fils, donc, d'une mère française. Le père français également. Un père français. Oui. Qu'est-ce que ça représente, l'intégration? C'est quoi, dans votre esprit, l'intégration? Le plus grand cadeau que mes parents peuvent me faire, c'est de m'élever comme un Canadien et non pas comme un fils d'immigrant. Mon père, qui est pas capable de tenir 2 secondes sur les patins sur la glace, moi, a toujours été très proche des activités canadiennes. Amateur de hockey, comme c'est pas possible. T'sais. Vraiment, là, même à 95 ans, il écoute encore le hockey. Alors, ça pour vous dire, je souris un peu en disant ça, mais je suis un Canadien. Je suis né au Canada, je suis fier d'être Canadien et je suis fier de notre pays. Et mes parents m'ont élevé dans cet esprit-là. Mes parents, oui, ont quitté l'Algérie en guerre, mais il faut savoir que ce sont des Français d'Algérie. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère a connu, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, comme tous les jeunes de leur génération. Et mes parents sont de cette grande génération. Hein? Tom Brokaw dit « the greatest generation of all ». La grande génération de ces gens-là qui sont nés dans les années 20, qui ont connu la Grande Dépression, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont créé la richesse du 20e siècle de l'Occident et qui ont passé à travers 1000 épreuves, comme tout le monde, mais dans le cas de mes parents, il y a 60 ans, 1958, ils sont débarqués du bateau à Québec et ont établi leur famille ici au Canada. Qu'est-ce que ça représente, l'Algérie, dans votre famille? Ben, c'est parce que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas l'Algérie de mes parents, c'est bien entendu, c'est l'Algérie des Pieds Noirs. Alors, c'est pas les Pieds Noirs étant les Français d'Algérie ou les Européens d'Algérie. D'ailleurs, tu sais, Deltel, c'est espagnol. Ma mère, c'est Ponzelli, c'est italien. Ils sont citoyens français. Alors, Italie, Espagne, France, je suis né au Canada. Bon, alors tu vois, il y a comme une grande mosaïque derrière ça. Mais, comme je vous le dis, la plus grande chose que mes parents ont faite pour que, justement, je sois quelqu'un qui soit heureux, ben, c'est de m'élever comme un Canadien. Puis ça, est-ce que ça informe votre perspective? C'est un grand débat en ce moment, l'intégration des immigrants dans la société. C'est la thèse c'est l'antithèse du multiculturalisme, là, ce que vous dites, non? J'oserais pas qualifier ça basé sur mon expérience personnelle, parce que chacun a son expérience par rapport à ça. Vous avez des gens qui, justement, ont vécu l'immigration d'une différente façon.
Moi, je l'ai vécu avec un nom fallait que j'ai passé ma vie entière à épeler mon nom, là. Remarquez, je me plains pas, là. Tu sais, je veux pas passer pour une victime, là. Mais, comprenez bien que Deltel, là, je veux dire, si vous envoyez un, vous pouvez dire bonjour de ma part, là. C'est soit mes enfants, c'est soit mes parents, c'est soit mon frère, c'est soit ma nièce, on est une famille, là, quand même relativement modeste, là. J'ai un cousin éloigné qui est à Montréal, que j'ai appelé d'ailleurs un moment donné. Je dis bonjour, je m'appelle Gérard Deltel. Ouais, ah oui, c'est pas vous, oui, c'est moi. Ouais. C'était comme sympathique, là. Mais c'est clair qu'on est numériquement parlant, on n'est pas nombreux. Bon, évidemment, on fait notre possible et on se tient beaucoup ensemble dans la famille. Mais chaque immigration a ses défis et chacun le relève à sa façon. Et il n'y a pas de façon parfaite. Il n'y a pas de chemin à suivre là, que tout le monde doit suivre. Parce que chacun le vit à sa façon. Et chacun le vit à sa façon dans ses expériences, dans sa vie personnelle, dans sa vie d'accueil aussi, comment ça se passe. J'écoutais récemment un entretien qu'a eu l'ancien ministre Sam Hamad. Sam Hamad qui a quitté la Syrie en guerre, qui est arrivé ici à l'âge de 19 ans, il savait à peine parler français, qui avait 10 cents dans ses poches, puis des souliers tout croches. Il a connu une carrière tout à fait brillante, des études brillantes, une carrière professionnelle étincelante, a été réélu, je pense, 5 fois, a été ministre senior. C'est ce genre de modèle, cela, là, pour quelqu'un qui veut s'intégrer. Et M. Hamad a toujours dit, moi, je suis arrivé au Canada pour être Canadien, puis au Québec pour être Québécois, là, tu sais. Alors, c'est sûr que quand tu arrives avec ce que t'es, mais chacun le vit à sa façon. Et il y a des milliers de belles expériences d'immigration puis d'intégration, comme il y a des milliers de chemins différents. Et chacun a le sien. Puis je suis le dernier venu pour dire aux gens quoi faire, si ce n'est que de dire, mon Dieu, quel privilège j'ai eu dans ce grand pays. C'était qui Gérard Deltel, enfant? Je sais pas. Vous étiez comment? Sage, tannant, sportif? Je sais pas. Je suis pas sportif, j'ai essayé, mais disons que j'ai compris vite que j'avais d'autres choses à faire dans la vie que d'être joueur de hockey. Mais je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais, puis je veux pas de grandes révélations à faire là-dessus, si ce n'est que j'ai été privilégié d'être né dans une bonne famille, avec des bonnes valeurs, avec des beaux modèles, avec des parents qui travaillaient fort, puis que j'ai été élevé là-dedans avec un bon entourage, des bons amis d'enfance aussi, un bon voisinage, des bons professeurs. Et c'est comique parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai été élu député, j'ai été invité à un rassemblement de professeurs à la retraite. Puis je me souvenais de tous les noms de mes professeurs du primaire, là, tu sais. C'était intéressant. Je ne vais pas réinventer la roue en faisant ça, mais c'est juste pour vous dire que j'ai été attaché à ça. D'ailleurs, ma circonscription, Louis-Saint-Laurent, et la circonscription provinciale que j'avais, Chauveau, c'est là où je suis né, où j'ai grandi, où j'habite encore. J'ai passé, pour ainsi dire, toute ma vie à Loretteville, là, dans la banlieue de Québec, puis c'est mon coin. Une parenthèse, votre père, qui, vous l'avez dit, est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur votre vision, ça, de la chose militaire, de la place qu'on leur doit Absolument. Dans la société? Absolument. Ça, c'est clair. S'il y a quelque chose qui a été différent dans ma vie par rapport à plusieurs de mes amis, c'est parce que mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et veux pas, quand tu grandis dans cet esprit-là que ton père a combattu les nazis, que ton père a été parmi les millions d'hommes et de femmes qui ont combattu l'ogre qui était le nazisme, wow! On ne sera jamais assez reconnaissant envers ces hommes et ces femmes qui ont sauvé l'humanité tout entière et qui ont sacrifié leur jeunesse. Mon père raconte des histoires et parfois, ça arrive. Cours pas après non plus, mais ça arrive. Et je me souviens, tout petit enfant, je disais à ma mère, la guerre, est-ce que la mer c'est beau? Non, la guerre c'est pas beau. Mais pourquoi papa l'a fait, tu sais? Ma mère disait tout le temps pour que tu puisses manger à ta faim tous les jours. Et pour qu'on puisse justement vivre librement tel qu'on est. Or, quand t'es enfant, tu t'imagines plein de choses. Mais je me souviens, j'avais 10 ans, je pense, puis j'avais vu un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale à CBC. En fait, le fameux documentaire de la BBC qui avait été repris. Puis j'étais en 5e année, et je revois encore, évidemment, c'était la libération de Dachau. Et boy, ça a marqué, là. Puis c'est là qu'à 10 ans, tu prends conscience que, OK, c'était ça qui risquait de nous arriver. Et c'est pour ça que mon père et des millions d'hommes et de femmes ont combattu cet ogre-là. Tu dis, wow! Alors, c'est sûr que oui, j'ai grandi dans cet esprit-là. C'est sûr que j'ai une sensibilité naturelle plus forte
que le citoyen régulier, disons, là, par rapport à l'affaire militaire. Puis c'est pour ça que lorsque j'étais au provincial, ensemble, on a initié la route de la bravoure pour le chemin qui mène à la base militaire de Valcartier. Ça n'a pas été facile. Il a fallu s'en reprendre 2 fois. Puis j'ai tapé du pied pour que ça puisse se faire dans la porte fermée de façon assez brutale, merci, pour que ça puisse avancer. Puis ça a avancé. Et ça s'est fait. Alors, tant mieux, mais souvent, je me fais dire, justement, merci pour ce que vous avez fait pour la route de la bravoure. C'est vous que je remercie. C'est vous que je remercie. Pas moi, j'ai rien que l'idée de faire ça, mais c'est vous qui avez été brave et c'est vous qui continuez à perpétuer cet honneur et cette bravoure qui peuvent être des éléments de fierté pour tous les Canadiens. Vraiment. Est-ce que c'est de là que vient votre intérêt pour l'histoire aussi? Peut-être. On dit toujours que l'histoire, c'est un puits sans fond. Hein. Plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on sait rien. Alors c'est fantastique pour ça parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Et Churchill disait toujours, s'il y a 3 choses que je vous conseille dans la vie, c'est étudier l'histoire, étudier l'histoire, étudier l'histoire. C'est pour ça que vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous pensiez faire avec ça en allant étudier en histoire à l'université? Être professeur d'histoire. Ben oui, absolument. Et quand j'étais journaliste, je me disais tout le temps, ma classe n'est pas de 30 personnes, ma classe est de 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million de personnes quand j'étais dans les grands réseaux. Donc, moi, j'ai toujours pensé que le journaliste, c'était une façon d'instruire les gens. C'est une façon d'enseigner aux gens. C'est une façon de présenter les éléments pour que les gens puissent faire leur propre réflexion après. C'est ma façon de faire. Je vous dis pas que j'ai raison, puis je vous dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort ou peu importe, puis j'ai toujours été un bon professeur, c'est pas ça du tout. Mais c'est cette approche-là. C'est un privilège extraordinaire quand on est journaliste de faire ça. De pouvoir rentrer dans la maison des gens, de souper avec eux littéralement. À TQS, c'était à 5h30, notre bulletin de nouvelles. À l'époque, là, on révolutionnait le monde parce qu'on était une demi-heure avant tout le monde. Et comment les gens pouvaient souper avec puis leur raconter des histoires. Et quand j'ai été chanceux à TQS, parce que les gens, les patrons, M. Jean-Pierre Pampalon, entre autres, étaient très ouverts pour des nouvelles approches. Et on avait déployé cette nouvelle approche-là en faisant des émissions spéciales sur l'histoire, d'une demi-heure de temps, rappeler des événements historiques, les 75 ans du pont de Québec. Récemment, j'avais fait un reportage sur un crash aérien Québec, le 27, pour les 15 ans de ça. Ça a fait 25 ans que le reportage était présenté, ça faisait 40 ans. Et bon, enfin, là, je raconte ça rapidement, mais je l'ai mis sur YouTube, puis j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, Facebook, puis j'ai reçu un tapon de rencontres, de commentaires par rapport à ça. Ça nous rappelle ci, ça nous rappelle ça. J'ai toujours perçu le métier de journaliste comme étant une façon d'enseigner aux gens. Et oui, j'aurais aimé être professeur d'histoire, mais je fais partie de la génération où, quand j'ai fini l'école, on m'a dit « Ah mon petit gars, tu reviendras dans 20 ans parce que j'ai la sécurité d'emploi jusqu'à la fin des temps. Fait qu'on se reparlera dans 20 ans, mon homme. Salut! » Je fais partie de cette génération-là, moi. Okay. La génération où les portes étaient pas ouvertes. Et quand je vois qu'aujourd'hui, cherche-moi l'entreprise qui embauche pas, là, je me dis, bon, tant mieux. Je suis bien heureux pour cette génération-là. Mais disons que ma génération était confrontée à d'autres défis. Cela dit, je commencerai pas à faire brailler tout le monde avec ça, là. Mais ceci m'a conduit à être journaliste. Mais pourquoi ça vous passionne, l'histoire? Oh mon Dieu, c'est parce que il y a rien de plus passionnant que de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant d'apprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe maintenant, puis pour tenter de voir ce qui va se passer plus tard. Et je crois pas, moi, à la répétition historique. Ok, souvent les gens vont dire, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, donc ça va se passer comme ça tantôt. Non, c'est pas vrai, là. Moi, je crois pas à ça. Parce que chaque époque a ses préoccupations ou enfin ses défis. Et c'est comique parce que l'autre fois, ça me revenait à l'esprit. Quand j'étais jeune, j'étais évidemment fasciné par la télévision, les bulletins de nouvelles, Bernard de Rome, la première fois que j'ai serré à la main, je me shakeais comme une feuille, là, tu sais, j'étais pas puis Pierre Bruno, la même chose, puis tu les rencontres la première fois de ta vie, tu dis, OK, bonjour monsieur, tu es enchanté, salut Gérard, vous me connaissez, tu sais, je shakeais comme une feuille, là, bon. Alors, ça pour vous dire que, moi qui est né dans les années 60, qui écoutait la télé de façon assidue, particulièrement les bulletins de nouvelles, je me disais, bon, comment mes parents faisaient, il y avait pas de TV, tu sais. Et aujourd'hui, les enfants, mais les petits-enfants vont dire, mais comment les parents et les grands-parents faisaient? Il n'y avait pas d'Internet. Comment ils faisaient dans le temps, tu sais? Alors, chaque génération a ses préoccupations. Chaque génération a ses défis. Chaque génération a son passé et a l'avenir qui s'ouvre à lui. Et chaque génération, justement, peut porter un regard oblique, parfois sévère, parfois ambitieux sur la génération précédente. Et c'est ça l'histoire.
L'histoire, c'est l'évolution perpétuelle. L'histoire, c'est l'évolution constante. Et l'histoire les événements historiques ne s'inscrivent pas dans l'unicité. C'est souvent des mouvements qui se répercutent partout à travers le monde. Prenez la Révolution tranquille. Le Québec existait avant, le Québec existait la Révolution tranquille, puis le Québec existe après. Il est pas né à ce moment-là, le Québec, il avait un passé. Mais la Révolution tranquille est passée aussi dans quel moment? Dans une époque où vous aviez Vatican II, où l'on décloisonnait la pratique de la religion. Vous aviez John Kennedy qui amenait un nouveau leadership politique. Vous aviez la conquête de l'espace qui décloisonnait et qui montrait comment l'univers était grand et comment la perspective scientifique pouvait être enrichissante et stimulante. Ah, c'est pas exclusif au Québec où il y a eu comme un décloisonnement. À travers le monde entier, il y a eu cette espèce de décloisonnement-là. Et c'est ça qui nous permet, lorsqu'on apprend l'histoire et qu'on n'a fini pas d'apprendre l'histoire, de se faire une idée différente de choses puis d'avoir sa propre idée. C'est quoi le grand défi de notre époque? Le grand défi de l'époque, c'est de conjuguer avec, comment je dirais ça, la transmission de l'information est vraiment exceptionnelle. OK? Que simultanément, la planète entière soit au courant d'un événement, que l'instant de le dire, on peut rejoindre des millions de personnes, comme on peut rejoindre son voisin ou son proche qui est à l'autre bout du monde aussi rapidement que ça. C'est fascinant. Mais en même temps, on constate tous que ça nous cloisonne. Des fois, je me surprends à écrire quasiment tous les jours à des vieux chums, mais à pas les avoir vus de l'année. C'est torieux. Ou quand je les vois, c'est genre 2 fois par année, tu sais. Et pourtant, on peut s'écrire régulièrement. Tu dis, oh, il manque quelque chose à travers ça. Et l'autre chose, je dirais, c'est, moi, j'ai un problème, là, c'est, disons que sur 24 heures dans ma journée, là, je suis pas mal tout le temps sur ma machine. Puis ça, c'est une préoccupation. Ça vous inquiète plus en termes de défis de société. Les gens diraient l'intégration, l'intolérance, le populisme, etc. Ben, c'est lié si on veut, ou... Non, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je suis curieuse. Je comprends. Non, mais c'est sûr que si vous parlez de la population en général, du monde en général, c'est dans le quotidien des gens aussi que ça se vit, ces histoires-là. Moi, c'est davantage la question de la proximité des gens et du fait que le perron d'église est rendu planétaire. Alors, perron d'église, où, évidemment, ce qui est l'expression où les gens du village se rencontraient après la grande messe, puis qui se contaient les histoires, et ça, c'était pas exclusif à la province de Québec, c'était vrai partout. Ce qui m'embête beaucoup, c'est vrai sincèrement, c'est quand parfois, sur Internet, on voit une violence verbale qui n'existait pas avant. Et ça, moi, ça me préoccupe de voir ça. C'est comme si, on pouvait, joyeusement attaquer qui on voulait, n'importe comment, puis c'est correct, puis c'est pas grave, puis on sait pas trop c'est qui est de l'autre bord de la machine, puis tout ça. C'est sûr que ça. Puis d'ailleurs, encore récemment, j'ai eu une conversation avec un ami qui trouvait ça rough un petit peu. Je disais, hey, t'es pas obligé de lire ça, mon ami, là. Il y a personne qui t'oblige à lire ça, là. Tu peux émettre ton point de vue, puis après ça, t'es pas obligé de lire tout ce qui est écrit en dessous après, là. C'est pour te démoraliser, là. La vie est bien trop belle pour que tu sois attaqué de façon aussi féroce comme ça dans ta propre vie personnelle, là. Alors, passe à autre chose, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Faut conjuguer avec ça. Mais comme je vous le disais tantôt, chaque nouvelle technologie amène ses défis. Chaque nouvelle approche amène ses défis. Et les défis d'aujourd'hui sont majeurs. Mais je veux dire, on n'est pas à l'aube d'une guerre mondiale comme les gens dans les années 30 ont pu voir naître, là. Il faut quand même mettre les choses en perspective, là. Vous craignez pas, vous, la dérive du populisme dans le monde? Non, je peux pas dire que c'est pas une question de crainte, mais ça a toujours existé, ces excès. Que ce soit à droite ou à gauche, soit dit en passant. Moi, ce que je vois comme le populisme, d'ailleurs, je me souviens, j'ai participé à un forum dans une société d'État qu'on ne nommera pas à ce micro, mais enfin, tout le monde sait. Et ils ont fait une émission spéciale de 2 heures le temps sur le populisme sans même être capable de définir c'est quoi. Le populisme, pour moi, c'est quoi? C'est les raccourcis intellectuels que les gens font pour promouvoir leur idée en y allant avec des exemples qui parfois tordent un peu la réalité. Et c'est vrai à droite ou à gauche. Certains diraient que les politiciens, vous faites ça souvent. Ben, ça dépend. Si on dit des choses fausses, on se fait ramasser rapidement parce que l'adversaire est là devant soi. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est quand on parle de populisme, qu'on le catégorise exclusivement pour la droite. Ah, le populisme, on sait bien, c'est la droite, peut-être. Ah, ok, c'est ça. C'est comme si la gauche populiste, elle n'existait pas. Moi, ça m'a toujours pompé, là. Mais il y a une montée de l'intolérance dans le monde, il y a une montée des divisions, il y a une droite nationaliste, extrémiste qui
qui prend le pouvoir et qui est en train de changer le visage de la communauté internationale. Ça vous inquiète pas? Mais chaque époque a eu ce genre de défi-là. Et chaque époque a eu à répondre à ça. Et chaque époque, quand on est démocrate, a compris que la population a le dernier mot en bout de ligne. Et on est tous conscients des défis que ça comporte, ça là. Puis nous, comme politiciens, on doit tous faire attention à ça. Puis on est tous sujets à des dérives. Mais il y a personne qui est à l'abri de ça. Mais c'est pour ça qu'on a des oppositions. Quand j'ai opposition, c'est-à-dire ceux qui sont... Quand j'ai opposition, moi je suis dans l'opposition officielle, mais mon opposition c'est le gouvernement, c'est le deuxième parti d'opposition, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas des gens qui pensent comme nous autres puis qui nous confrontent à ce qu'on peut affirmer. That's what democracy is all about. C'est ça la démocratie, ce qui est parfait d'ailleurs dans le débat public et qui doit être nourri et préservé. Et malheur à ceux qui pensent que s'il n'y a pas d'opposition, on est heureux. Non, c'est pas vrai du tout. La démocratie est là pour s'exercer. Que moi, quand je suis député, je représente l'ensemble de ma population. Et pas juste ceux qui ont voté pour moi. Tant mieux, là. Je remercie beaucoup. C'est grâce à eux que je suis ici. Mais je suis ici d'abord et avant tout pour l'ensemble de ma population. Donc, des gens qui pensent pas comme moi. Mais il faut que j'en sois conscient aussi dans mes prises de position. Au même titre que je suis conscient que j'ai été élu avec un programme, avec des idées, avec une façon de faire, une façon d'être, que les gens peuvent être pour, que les gens peuvent être contre, mais c'est ça la démocratie. Vous êtes un politicien avec un sens de la formule quand même assez inégalé, là. Vous êtes proche des gens, vous avez le verbe facile. Plusieurs diraient que vous êtes un politicien populiste. J'ai laissé les gens dire ça le temps. Vous vous voyez pas comme ça? Ah, vous savez, d'abord, on est toujours très mal placé pour s'auto-qualifier, ok? Puis je vais laisser les gens qui utilisent les qualificatifs qui leur tentent. Mais vous aimez pas ça. Je vous vois, on est en face, je vous dis, on vous décrit comme un politicien populiste, puis vous trouvez que c'est pas un compliment. Ben, honnêtement, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça directement comme ça. Je me souviens d'une fois dans un débat où on avait dit que j'employais un argument populiste. Et j'avais dit, OK, c'est parce que c'est populaire que ça devient populiste. Et c'était un fait qui était basé. Évidemment, je condamnais des dépenses que je jugeais inappropriées. Mais ça, bon, évidemment, je suis un conservateur. Chaque dépense est suspecte. Il n'y a pas de petites économies et tout le reste. Mais c'est sûr que ça, quand on va toucher souvent une corde très sensible des gens et qu'on la tire puis qu'on leur envoie bing d'en face, disons que le réflexe du populisme, de l'attaque populiste pour contrer l'argument est rapide. Mais non, je me considère pas comme de cette nature-là, mais cela dit, je vais laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Pourquoi vous êtes conservateur depuis votre plus jeune âge? Là, à 17 ans, vous étiez président de votre association de comté. Oui. Vous avez milité avec Joe Clark, Brian Mahoney. Pourquoi vous êtes conservateur? Ça vient d'où, ça? Comme si c'était quelque chose de rarissime. Non, mais je demande vous, ça vient d'où? Moi, c'est les valeurs conservatrices que j'aime bien. La saine gestion des fonds publics, vivre selon nos moyens, des budgets qui se veulent équilibrés dans la mesure où on est capable de le faire quand l'économie le permet, puis tout ça. Ça, c'est ma façon de faire. Et moi, je suis pas un dépensier. Dans ma vie personnelle, je suis pas là pantoute, puis donc, dans ma vie politique, je vais pas dire dans le sens de fais ce que je dis, fais ce que je fais, là, mais plus, c'est dans ma nature. Je sais pas. Est-ce que je suis plus fin qu'un autre? Pas nécessairement. Est-ce que je suis plus conservateur qu'un autre? Je suis comme je suis, et comme les autres le sont comme ils le sont, tu sais. Et il y a pas, j'ai toujours pensé qu'en politique, il y a pas de mauvaises idées fondamentales, à part évidemment les extrêmes et tout le reste, mais il y a pas de mauvaises idées fondamentales en politique. Il y a des idées auxquelles on croit pas, auxquelles on adhère pas, avec lesquelles on se sent bien, avec lesquelles on se sent pas bien. Et c'est ça, tant qu'à moi, le vrai débat de la politique. Moi, je suis un conservateur, bien fier de l'être. Mais vous avez dit aussi à une époque qu'il faut que le gouvernement se comporte comme un bon père de famille. Bon, maintenant, je dirais bonne mère de famille, bon chef de famille. Non, on va pas rentrer là-dedans. Ah non, c'est pas ça. OK, d'accord. Phew. Non, jamais. Mais les libéraux qui dépensent beaucoup dans des programmes sociaux, dans des allocations famille, etc., diraient que c'est ça un bon père de famille. C'est de s'occuper des plus faibles, de les aider, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est pas ça. Et le faire avec les sous qu'on a et ne pas vivre sur la marge de crédit de nos enfants, puis ne pas envoyer la facture à nos enfants puis à nos petits-enfants, et ne pas vivre non plus au-dessus de nos moyens. Parce que chacun peut avoir des rêves absolus qui, ouais, bien entendu, moi aussi, j'aimerais ça avoir plein de choses. Oui, mais je vis selon mes moyens. Et la même chose pour un État. Puis un État, c'est quoi? C'est qu'il, oui, il doit prendre soin des plus humbles d'entre nous, bien entendu. Puis oui, on doit permettre à ceux qui ont l'initiative, l'énergie, le talent, la capacité et la volonté d'initier des événements, de pouvoir le faire, de créer des emplois, de créer de la richesse et tout ça, bien entendu. Mais d'un autre côté, il faut le faire selon nos moyens.
Et c'est vrai dans notre vie privée comme c'est vrai pour un chef d'État. Et sans oublier non plus le fait, sans vouloir te faire trop de politique partisane, que quand tu te fais élire en disant tu vas faire des petits déficits, puis t'en fais des gros, puis que tu vas avoir 0 déficit en 2019, puis tu as 20 milliards de déficit en 2019, ben pour moi, c'est ça le genre de truc qui amène le cynisme en politique. Parce que tu dis une chose, fais le contraire. Vous qui êtes de Québec, vous avez été élu à Québec sous l'ADQ, Parti conservateur. Expliquez-nous le mystère Québec en politique. Le mystère du Québec ou le mystère de Québec? De Québec. Écoutez, ça, c'est le genre de débat, puis je sais, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, là, puis même avant ça, quand j'étais journaliste... Mais est-ce que vous le comprenez, vous? Ben, je vous dirais, on est à l'écoute des gens, puis les gens nous le disent. Puis on est le fruit de ce que les gens sont aussi. Hein. Je vous disais tantôt, moi, je suis né dans mon comté, puis j'ai pas grandi dans mon comté. J'en fais pas un blood test, là, qui quand j'étais chef de parti, puis que je cherchais des candidats, tout ça, je cherchais pas à avoir exclusivement des gens qui étaient nés dans leur comté. Je veux dire, faut voir un petit peu plus grand que ça. Mais c'est tellement plus facile quand t'es issu de ton coin, puis que t'as grandi dans ton coin, tu représentes les gens de ton coin. Ça, c'est sûr que c'est... Mais comment une ville de fonctionnaires, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires là, à Québec, on s'entend, là. Mais le fonctionnaire peut être conservatrice, anti-système, anti-establishment, comme les électeurs de la région de Québec le sont. Puis ils le sont à l'égard... Là, juste pour que... C'est le fun, ça. Vous voyez, on fait des rénovations dans l'édifice de la Confédération et puis on entend bien ça actuellement. On va le laisser gratter Honnêtement, votre fenêtre. Je pense qu'il y en a pour un petit moment. On peut peut-être aller ailleurs ou... Peut-être, hein? Okay. Alors, quand il reste 3 semaines, semble-t-il. Okay. Ça devait durer 3 mois, mais ça fait un petit peu plus longtemps. C'est correct. En 2 mots pour la question de la Ville de Québec, c'est que nous, bien évidemment, les conservateurs, on est très sensibles aux dépenses publiques puis on est contre les dépenses inefficaces. Mais souvent, il y a des fonctionnaires qui sont conscients justement qu'on dépense un petit peu trop puis qu'il y a des dépenses qui sont pas efficaces. Alors, c'est un peu une partie de l'explication. Si on va biographiquement, pourquoi en 2008 vous décidez de vous lancer? J'ai toujours aimé la politique. Et je me suis dit, mais depuis que je suis au même, ben pas le même, mais tu sais, j'avais 7-8 ans que je suivais le Watergate, là. Ça, je me souviens de ça. Oui, j'ai toujours aimé ça. Puis, j'ai pas de mérite, là. Je suis pas plus fin qu'un autre, là. Tu sais, il y en a qui vont aimer, je sais pas quoi, moi, le tir à l'arc, là. Et ils s'intéressent au tir à l'arc depuis toujours. Ben, moi, c'est la politique. Puis bon, ça m'a toujours fasciné. Mes parents sont pas dans la politique. J'ai pas de proches qui sont dans la politique. J'avais pas un voisin qui était dans la politique. J'ai toujours aimé ça. Je me souviens très bien, après les parties de hockey, il y avait, à Radio-Canada, il y avait les 5 minutes de la Chambre des communes, puis il y avait M. Cahouette qui parlait, puis tout ça. J'ai souvenir de ça, puis j'aimais ça. Tu sais, alors, il n'y a pas de mérite, là. Depuis que je suis petit, j'aime ça. Donc, je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais en faire de la politique. Toujours? Ah oui, pas mal. Ouais. Je me suis toujours dit qu'un de ces 4, j'allais en faire, tu sais. Et c'était de savoir quand, comment, où ça allait, puis tout ça. 2008, bon, ça a été un événement un peu charnière aussi. TQS a fermé. J'ai travaillé temporairement à l'Assemblée nationale, à la télévision des débats, à produire des documentaires. Et puis, finalement, j'ai décidé de me présenter en 2008. Puis oui, j'avais été approché par les 3 partis en d'autres temps. En fait, régulièrement, j'avais été approché par les 3 partis. Peut-être que les politiciens professionnels flairaient que le journaliste qui était sa colline parlementaire, il aimait beaucoup ça, la politique. J'ai eu des offres des 3 partis, puis bon, là, merci. Tu sais, à partir du moment où tu réfléchis à ça, t'as déjà le droit dans le bras dans l'engrenage. Alors, une fois que j'étais plus journaliste, parce qu'il y a quand même eu un 3-4 mois entre le journalisme et la politique, là, à ce moment-là, j'ai pu faire mon choix, puis pour moi, c'était clair que j'allais avec l'Action démocratique. Même si on sait qu'en 2008, là, disons que le vent ne soufflait pas nécessairement de notre bord. C'est drôle. Mais vous êtes élu en 2008, et c'est la débandade de l'ADQ ce soir-là. Réduit à 7 députés. Vous avez pensé à quoi ce soir-là? Ben, évidemment, je m'attendais pas à ce qu'on soit au gouvernement, là. Non, mais le 41 à 7, là... Ben, tu finis toujours un peu par le savoir la veille, là, comment tout ça va se diriger. Ce qui, évidemment, m'a énormément déçu, c'est le départ de M. Dumont, ce qui est tout à fait logique, là, quand tu repenses à ça. M. Dumont était là pendant 15 ans, et après avoir flirté avec le pouvoir de façon très proche à 2 reprises, hein, souvenons-le, 2002-2003, il était à 40 clics dans les sondages. Même chose en 2007-2008, quand 2 fois, tu avais quasiment le Québec dans ta main, puis whoop, le Québec dit non merci. Je peux comprendre qu'après 15 ans, tu fasses autre chose. Il y a une photo assez
assez percutante qui a été prise au moment précis où on écoute la TV, puis on voit M. Dumont qui dit qu'il s'en va. Tu sais, je suis même pas capable de refaire le visage tellement j'étais complètement triste, disons ça comme ça. Mais écoute, la vie politique fait son chemin, puis tout ça. À partir du moment où tu t'es débattu pour les idées auxquelles tu crois, puis les principes que tu défends, ben, la vie continue. Puis c'est ça que j'ai fait. De toute façon, écoutez, quand vous êtes élu pour la première fois, là, il y a rien pour battre ça dans la vie, là. Il y a rien pour battre le moment où tu sais que tu gagnes et que tu es élu. C'est fantastique. Ça fait chaud au cœur. C'est émouvant. Tu te dis, il y a tant de gens qui sont déplacés, qui ont fait un petit X à côté de ton nom. Assure-toi d'honorer cette confiance-là, mon homme, là. Et c'est là que tu es empreint de tout ça. Puis bon, mes parents étaient sur place quand l'annonce a été faite, puis tout ça, tu sais, puis je suis allé les voir immédiatement. J'ai appris, j'étais dans le rassemblement, puis les journalistes m'ont dit, bon, ça y est, M. Deltel, vous êtes conseiller. Petit moment de silence, je vais aller voir mes parents, tu sais. Mes parents qui avaient choisi le Canada, puis le Canada les avait choisis, voyant de ses fils être élus par la population. C'est porteur, ça. Et c'est animé par ça que tu dis, OK, assumons pleinement le mandat qu'on reçoit, puis essayons de le faire du mieux qu'on peut, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos bons coups, puis avec nos erreurs. Mais c'est un privilège exceptionnel que d'être un élu. Exceptionnel. La défaite doit être effrayante. Pour le moment, je l'ai pas encore connue. Est-ce que vous avez peur? Ben, quand ça va être fini, ça va être fini. Tu peux pas être un démocrate à géométrie variable. Tu peux pas dire, oui, j'accepte la démocratie quand je gagne, puis être en beau maudit, puis arracher la tête à tout le monde, puis sacrer après tout le monde parce que t'as perdu, tu sais. Si t'as perdu, généralement, c'est parce qu'il y a des raisons pour lesquelles t'as perdu, tu sais. J'ai vu des gens extraordinaires perdre. J'ai vu des gens au bilan mitoyen être réélus, pour être poli, là, tu sais. Alors oui, c'est vrai que parfois, c'est très ingrat, oui. Mais tu le sais que c'est comme ça. Tu le sais que parfois tu vas être élu par une vague, puis tu vas être défait par une vague, malgré le fait que tu as fait un travail remarquable. Je pourrais vous nommer une liste longue de même de gens, tout partis confondus, qui n'auraient pas mérité de perdre, mais qui ont perdu. Puis des gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement mérité d'être élus, puis qui ont été élus, puis qui se disent, bâtèche que c'est ça, la démocratie. Ça fait partie des forces et des faiblesses de notre système. Encore mieux avoir un système qui permet ça qu'un système où tu n'as plus le droit de dire ce que tu penses, puis de penser comme tu penses. Vous avez, un an après, vous êtes élu chef, vous êtes choisi chef dans des circonstances absolument surréel. Là. On est sur la colline, on trouve que la crise de Saint-Lavalin, Jody Wilson, c'est surréel. Mais les circonstances dans lesquelles vous êtes devenu chef de l'ADQ, là, ça se met presque dans une série télé, ça. Ben, ça a été particulier, puis ça a été douloureux pour bien des gens. Puis quand on connaît les gens personnellement, c'est encore plus triste, parce que tu vois que c'est pas des gens de mauvaise volonté, mais les circonstances font en sorte que des fois des circonstances sont un peu délicates et douloureuses. Et tout ça s'est passé comme ça. J'ai toujours dit que j'ai été catapulté chef de l'ADQ. Mon premier sondage comme chef, ça a été 6%. Partait de loin. Mon dernier sondage comme chef de l'ADQ, 19%. On a travaillé fort avec les collègues. On était une petite équipe de 4. François Bonnardel, Jean-Louis Grondin, Feu Sylvie Roy. C'est quand ça va mal, là. Vous êtes, le soir d'élection, il y a 7 députés. Quand vous êtes le chef, vous êtes rendu 4, là. Oui, parce que M. Dumont a quitté, 2 députés ont quitté également. Alors, on a continué. Si on s'était dit, oui, qu'on fait pitié, qu'on n'est pas bon, qu'on est poche, on serait installé là. Alors, on a travaillé très bien. On a travaillé très fort avec les collègues, Janvier, François, Feu Sylvie Roy. Et on a travaillé bien, puis on a travaillé fort. On a réussi de passer de 6 à 19, puis on a fait des belles performances. Et on a été, rappelons-le, les premiers à réclamer la tenue d'une enquête publique sur la construction. Qu'est-ce que vous avez appris comme chef sur la politique? C'est évidemment, dans ces circonstances-là, c'était évidemment particulier. On se comprend là, parce que oui, en effet, le parti était disloqué puis tout ça, puis on s'est rassemblés, puis on a réussi à faire quelque chose de très très bien. Moi, je suis très fier de ces 2 années-là. C'est évidemment la rencontre des gens. S'il y a quelque chose que j'ai adoré dans mon métier de chef, là, c'est de me parcourir le Québec de bout en bout et d'aller à la rencontre des Québécois et de leur parler. Ça, là, il y a rien de plus le fun que ça. Puis oui, je suis un gars de Québec, oui, j'avais voyagé au Québec, mais tu sais, j'étais déjà allé sur la Côte-Nord, mais j'étais pas allé sur la Côte-Nord. J'avais pas pris le temps de parler avec les gens. Quand tu vas en touriste, c'est pas comme lorsque tu fais de mandat politique. Et de me promener dans tous les bords du Québec, c'était fascinant. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, le chef a justement ce privilège-là, cette responsabilité-là aussi, d'être à l'écoute de la population qu'il veut représenter, puis d'être à l'écoute de ses militants aussi. Puis il faut faire preuve de beaucoup de modestie puis d'humilité quand on est chef, beaucoup plus que l'on pense. On pense les gens qui sont chefs, ça écoute, ils pensent rien qu'à leur image, puis rien qu'à eux autres, puis c'est le culte du chef. Ben, pas vrai pantoute, là. Parce que t'es rien si t'as pas du monde derrière toi, t'es rien si t'as pas du monde avec toi. Puis t'es rien si t'écoutes pas le monde. Le meilleur politicien, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le mieux pour pouvoir mieux parler après. Même chose qu'un journaliste. Les meilleures entrevues sont pas celles où on fait une liste de questions puis qu'on les répète comme un perroquet.
La meilleure entrevue, c'est celui qui écoute le plus. C'est vrai, celui parce que moi, qui mon écoute but, le c'est mieux. de le moins possible regarder ma feuille. C'est juste un repère pour pas oublier des choses. Et vous le faites bien, mais je veux pas faire de la flagonnerie, non, bien entendu. non, mais c'est vrai que c'est... Et le politicien, c'est la même chose. Le politicien qui va quelque part, s'il est là pour faire sa trompette partisane, oui, c'est sûr qu'on fait de la partisanerie. Bien entendu, on est là pour ça. Mais si tu ne fais que de la trompette partisane, le monde t'écoute pas. Mais ce que les gens vous disent, ça a changé des opinions que vous aviez sur des dossiers? Changer des opinions, parfois, mais pas fondamentalement. Bon, ben alors à quoi ça sert d'écouter? Non, mais ce que je veux dire, oui, mais c'est parce que ton argumentaire va être mieux accordé avec la réalité. Mais l'idée, c'est pas de changer d'opinion. L'idée, c'est de savoir ce que tu dois dire aux gens pour les convaincre que ton idée fondamentale est la bonne. Et si parfois tu utilises un argument qui a pas d'allure ou qui est trop extrémiste ou trop stupide, moi, évidemment, ça m'est jamais arrivé, bien entendu, mais parfois que c'est d'autres à qui ça peut arriver, ben, c'est là que tu te tires dans le pied. Et c'est là qu'il faut que tu sois à l'écoute. C'est pas la science absolue. La politique, il y a une chose qui est sûre en politique, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Alors, il faut que tu sois à l'écoute de cette réalité-là. Il faut que tu saches comment les gens vont réagir à ça. Et parfois, tu peux avoir une opinion sur un sujet précis qui fait en sorte que les gens ne te rejoignent pas. Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas les bons arguments, mais écoute ce que la population te dit pour pouvoir nourrir ton argumentaire. Et ça demande beaucoup d'humilité. Et ça demande beaucoup je dirais pas de don de soi, là, quand même, mais tu sais, il faut que tu sois à l'écoute des gens. Le politicien qui arrête pas de parler puis qui écoute pas, il est dans le trouble. C'est le début des problèmes. Le politicien qui est à l'écoute pour mieux argumenter, là, t'as de l'allure. Vous étiez celui qui était supposé reconstruire la DQ. Vous êtes celui aussi qui a accepté de le sacrifier. De fusionner. Fusionner. Nous avons fusionné avec la coalition. Vous Mais j'en tenez suis à très cette fier. nuance-là. Ah, absolument. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Et on a fusionné. Parce que des principes de la DQ que j'ai défendus fermement au moment de la fusion. Et j'en suis très fier. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à la DQ et que j'ai défendus. Et j'en suis très fier. Parce que c'était une conversation qu'on avait eue et qui méritait d'être faite parce que ça servait à rien qu'on aille chacun de notre bord, mais qu'on continue à le faire positivement et correctement. Et je suis très fier de l'avoir fait. Est-ce que ça a été difficile comme choix? C'est difficile si tu n'écoutes pas ce que les gens veulent. Parce que là, tu te dis, on va le faire, puis ça va régler ça. Non, non. Il faut que tu écoutes chacune des positions là-dessus. Puis il faut que tu sois attentif à tes gens. Et c'est un dialogue que tu dois avoir. Et il n'y a rien de difficile dans la mesure où ça se fait correctement. Si ça s'était fait tout croche, oui, ça aurait été difficile. Mais ça s'est fait correctement et respectueusement. Et c'est pour ça que ça a fonctionné, puis c'est pour ça que ça a marché. Puis j'en suis très fier. Mais ça n'a pas été un mariage facile. Pourquoi? Entre vous. Ben, vous étiez les deux. Après ça, vous êtes partis. Vous avez décidé de quitter la scène politique Et je suis Québec. maintenant au fédéral, puis trouvez-moi une personne qui va vous dire que je suis pas heureux à Ottawa. Je suis le gars le plus heureux au monde à Ottawa. Un conservateur, moi, là. Oui, mais vous regardez le gouvernement, la CAQ qui a été élue. Vous êtes pas dit le 1er octobre au soir, hey, si j'étais resté, je serais ministre? Pas nécessairement, non. Parce que je me suis pas fait cette réflexion-là. Non? Non. Come on. Non, parce que je suis ici aujourd'hui, puis je suis très heureux aujourd'hui. On va voir ce que les citoyens vont décider dans 7 mois. Mais je pense que ça regarde bien pas si mal que ça pour nous autres. Alors, laissons les gens décider. Mais l'autre chose que je vais vous dire, c'est que ça faisait déjà pas mal longtemps que je sentais que le gouvernement de la CAQ allait former le gouvernement majoritaire. Un an avant, j'avais vraiment senti que c'était fait. Et pour des raisons vraiment très, très concrètes. Oui, on sentait que le PQ avait certaines difficultés. Oui, on sentait que le gouvernement avait certaines difficultés. Mais lorsqu'en novembre 2017, la mise à jour économique a présenté ce que moi j'appelle les 4 As de la gestion des fonds publics. Baisse de certaines taxes, baisse de certains impôts, équilibre budgétaire, puis on commence à payer la dette. Avec des choix qui prêtent à examen. Je veux pas dire que je signe pas un chèque en blanc sur le bilan de l'administration de M. Létard, de M. Coiteux, mais les 4 As de la bonne gestion des fonds publics étaient sur la table. Ils l'ont déposé. Et je répète, avec des choix qui prêtent à examen, là. Mais les 4 As étaient là. Puis les gens n'étaient pas contents. Je suis OK, d'accord, c'est fini. Même la saine gestion ne réussit pas à plaire aux gens. Et ce que je dis là a été redit lors du discours du budget de M. Girard, qui a salué justement les efforts qui ont été faits par le gouvernement précédent, qui a donné l'État un surplus de 5 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Mais voyant cette application de la bonne gestion des fonds publics, saluée par le premier ministre Legault au lendemain de l'élection, saluée par le ministre Girard lors du dépôt du budget, et que malgré ça, les gens n'étaient pas contents, je trouve qu'il c'est fini. Alors oui, j'avais prévu un an à l'avance une victoire de la CAQ majoritaire.
hâte d'être député d'opposition quand on a été chef d'un parti? Absolument pas. Non. Chaque fonction a ses défis, chaque fonction a ses bonheurs. Qu'est-ce que chaque vous défi aimez du fait d'être député d'opposition à Ottawa? Bon, d'abord, je n'ai été que dans l'opposition. Ben oui, vous le connaissez. J'ai une expertise vous êtes quand même. Un vétéran quand même, hein? J'ai une expertise assez bien établie dans le domaine. On va voir dans 7 mois, j'ose espérer que ça va changer, mais on va laisser la population juger. C'est sûr que dans l'opposition, tu as une approche, OK? Tu as une approche qui vise à identifier les éléments qui sont faibles face à l'adversaire et les mettre en lumière, basés sur tes principes et sur ta gestion de faire. Alors ça, c'est ta façon d'être. Mais il faut que tu trouves du plaisir dans ça. Il faut que tu trouves de la satisfaction dans ça. Puis quand justement tu es capable d'identifier clairement les failles, quand tu es capable d'avoir la conviction d'avoir la force de tes convictions puis de le dire clairement par rapport à tes engagements puis surtout à ce que tu crois. Puis comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée à part les extrêmes, mais il y a des idées auxquelles on croit, d'autres auxquelles on ne croit pas. Eh ben, il faut que tu le fasses correctement. Puis bon, je pense que généralement parlant, je tire mon épingle du jeu, mais ça, on va laisser les gens juger ça. Mais je le fais avec plaisir. Je le fais parce que je défends des idées. Je le fais parce que j'ai le mandat de la population. Et ça, il faut jamais oublier ça en politique. Le jour où tu oublies la politique, tu oublies le choix politique que tu fais en fonction de « Ah ben, regarde, je vais me faire plaisir ». Tu peux pas te faire plaisir. Tu dois faire plaisir aux gens qui ont fait que tu as la job ici aujourd'hui. Là. C'est un privilège. Ces emplois-là ne nous appartiennent pas. Ces emplois-là nous sont prêtés par la population. Un jour, ça va finir. Pas tout de suite. Très tard. Très, très tard. Mais un jour, ça va finir, c'est la population qui va juger. Faisons un jeu de lexique. C'est quoi le nationalisme québécois? C'est la fierté du fait français en terre d'Amérique. C'est la fierté d'une société qui, contre vents et marées, a réussi à s'affirmer puis à se développer et assumer son destin correctement. Et l'a assumé à l'intérieur du Canada. On le sent parce qu'il y a un relent de ça en ce moment. C'est mal reçu encore au Canada, ce nationalisme-là. Hein? Ça vous inquiète? Les levées de boucliers, le Québec bashing contre... souvent, on le voit dans la presse, dans les débats publics, etc. Prenez juste le cas de SNC-Lavalin. On parle beaucoup de Québec bashing. C'est parce que c'est pas du Québec bashing, là. Je veux dire, il y a 2 emplois sur 3 qui appartiennent au Canada, au reste du Canada qu'on appelle le Rock. Alors, quand on attaque SNC-Lavalin, là, puis que les nationalistes ou les souverainistes en orphelins de référendum qui essayent de mettre ça en lumière comme quoi c'est du Québec bashing, pas tout. Parce qu'il y a 2 fois plus de jobs dans le rock que dans le Québec, là. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est du rock bashing parce qu'il y a 2 fois plus d'emplois dont il est question, alors que ça n'a strictement rien à voir du reste avec le fond du dossier? Moi, je trouve que... Mais je peux comprendre que pour des souverainistes en orphelins de référendum, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de référendum à l'horizon, puis je peux comprendre qu'ils sont bien déçus de ça, mais c'est la réalité, là. Il n'y a pas une incompréhension entre le reste du Canada puis le Québec à regarder tout le débat sur les énergies, sur... vous sentez pas, vous, ce gouffre de valeurs, là, entre le Québec et le reste du pays? Il y a des gens qui pensent comme ça au Québec, puis il y a des gens qui pensent comme ça aussi dans le reste du Canada. Comme il y a des gens dans le reste du Canada qui pensent autrement, comme il y a des gens qui pensent au Québec autrement, là. Vous savez, oui, vous le disiez tantôt Québec. Moi, je suis un gars de Québec. Quand je me promène sur le plateau Mont-Royal, là, je peux pas vous dire que je me fais accrocher bien souvent de façon positive. Hein, on se comprend, là. Le Québec n'est pas monolithique, comme le Canada n'est pas monolithique. Moi, ça me fait toujours... C'est quelque chose que je trouve un peu malheureux dans le débat public, c'est qu'on dit « le Québec pense ça ». Comment le Québec pense ça? Il y a des gens qui pensent X, puis il y a des gens qui pensent Y, puis il y a des gens qui pensent Z. That's what democracy is all about. C'est ça, la démocratie. Et c'est vrai pour le Québec comme c'est vrai pour le reste du Canada. Le bonheur que j'ai comme député fédéral, entre autres choses, c'est pouvoir me promener d'un océan à l'autre. Puis j'en ai fait des voyages à travers le pays, pas assez tant qu'à moi parce que j'adore j'adore le Canada. Puis j'aime ça me promener à la rencontre des Canadiens. Et l'échange qu'on peut avoir, oui, il y a des gens qui pensent pas nécessairement sur telle chose, la même affaire que moi. Ouais, puis c'est ça la démocratie, mais ça veut pas dire qu'on doit en faire une guerre absolue puis que nous pensons ça puis eux autres pensent ça. Nous avons un débat d'idées et nous avons des gens qui pensent X puis d'autres qui pensent Y. Et c'est ça, la démocratie. Et s'il y a quelque chose, moi, qui me pompe l'air, c'est justement cette attitude de vouloir confronter le Québec avec le reste du Canada ou le reste du Canada avec le Québec. Et pour moi, de ce que je vois, c'est que oui, il y a des gens qui ont une opinion différente. Et c'est correct comme ça. Et c'est correct comme ça. Elisabeth May s'est pas fait élire au Québec, elle s'est fait élire en Colombie-Britannique. Et c'est une madame de la Nouvelle-Écosse. Et est-ce qu'il y a des gens au Québec qui vont voter pour elle parce qu'elle partage certaines valeurs qui, semble-t-il, sont selon l'inspiration du modèle québécois? Non!
Alors, laissons la démocratie s'exercer. Comme l'exemple que je donne souvent, en 2008, quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale, mon voisin de banquette, c'était qui? C'était Amir Kadir. T'avais Québec solidaire à côté d'un gars de l'ADQ. Puis je pense que je m'identifiais pas mal comme étant un gars de droite. T'avais le gars le plus à gauche jamais élu à l'Assemblée nationale versus le gars qui est côte à côte avec le gars qui était pas mal à droite. OK? Puis ce que je me plaisais toujours à dire, parce que Amir était juste à côté de moi, je disais la seule place au Québec où le Québec solidaire était à la droite de l'ADQ, c'était à l'Assemblée nationale. Mais c'était ça, la démocratie. T'avais deux idées complètement différentes. Puis j'ai toujours à Amir, on va toujours s'entendre parce que tu me voleras pas un électeur puis je t'en volerai jamais un. Tu sais, fait qu'on va bien s'entendre dans la vie, c'est pas de problème. Puis sans nécessairement être mon grand chum, disons qu'on s'accordait bien parce que bon, je connaissais pas mal la politique. Monsieur Kadir, docteur Kadir, apprenait la politique puis on jasait énormément en première année, on était assis côte à côte. Mais c'est ça la démocratie. Et moi, ce qui m'embête toujours, c'est de dire le Québec pense ça puis le reste du Canada pense ça. C'est pas vrai ça. Il y en a dans le reste du Canada qui ont des idées de gauche, qui sont peut-être plus campées même que certains au Québec. Et il y en a dans le Québec qui ont des idées de droite qui sont pas mal des fois plus campées que ce qu'on peut entendre au Canada. Mais c'est ça la démocratie, Batèche. C'est ça la démocratie. Comment on peut vous êtes vu comme appartenant à un parti qui est pro-pétrole? Comment on peut être pro-pétrole quand le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète? Comment vous la faites, cette quadrature du cercle-là? C'est parce que le pétrole, c'est pas juste le gaz qu'on met dans le char. Le pétrole, c'est aussi des éléments qui concernent le plastique, qui concernent le composite. Il y a des entreprises qui œuvrent beaucoup au Québec dans ce domaine-là, soit dit en passant. Vous savez, il y a 50 000 personnes qui travaillent dans l'industrie pétrochimique au Québec. Il y en a 1600 qui travaillent dans les raffineries, oui, mais il y en a plein d'autres qui travaillent ailleurs aussi. Au Québec, on sait qu'on est une des provinces, sinon la province, qui a le plus augmenté sa consommation de pétrole. Alors, est-ce qu'on va dire que le Québec est plus pétrolier que le reste du Canada parce que c'est chez nous qui s'en consomme le plus en augmentation? La réalité aussi, c'est quoi? C'est que nous, quand on était au gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 2%. 2,2%. Cette discussion-là, il y avait une crise économique, ça aide. Ah, donc ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre, ça relève de l'économie et non pas des mesures qui sont mises de l'avant. Nous avions appliqué des mesures là-dessus. Nous avions appliqué des choses. Nous avions fait des efforts là-dessus. Pas assez aux yeux de certains, oui. Pas toi, on le reconnaît. Est-ce qu'on en a fait? Oui. Est-ce ça donne des résultats? Oui. Et nous avons, pour parler de ce débat-là précis, le débat sur la taxe sur le carbone. Nous, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on estime que c'est une façon de taxer les gens plutôt que d'aider à réduire l'empreinte environnementale. Et on a un vrai exemple, là. Pas un exemple là, de théorique, là. Un vrai exemple. Le Québec a la bourse sur le carbone. Donc, d'une certaine façon, une taxation sur le carbone. Et les 2 premières années, le bilan de ça, c'est quoi? Aucune diminution des gaz à effet de serre. C'est pas moi qui le dis. C'est la science dans le document déposé par le premier ministre du Québec en décembre dernier à l'Assemblée nationale, qui conclut que la bourse sur le carbone n'a eu aucun effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est ça. Et quand on parle des pipelines, rappelons-nous qu'au Québec, il y en a des pipelines. Tu as 2000 km de pipelines au Québec. Tu as 9 pipelines qui passent en dessous du fleuve. Tu as un pipeline flambant neuf qui a été construit il y a 7-8 ans entre Lévis et Montréal, qui traverse 26 cours d'eau dans le fleuve Saint-Laurent, qui traverse 248 km dans une des zones les plus peuplées du Québec. Et ça fonctionne. Et ça a été fait correctement. Alors, quand j'ai vu tous les reportages qui ont été faits sur les désastres potentiels d'un pipeline nouveau au Québec, pourquoi on n'a pas été voir celles et ceux qui vivent avec un pipeline sur leur terre? On parle de 640 quelques terres qui sont traversées par un pipeline construit il y a 7 ans ou 8 ans, quelque chose de même. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça s'est fait avec succès. Alors oui, on est capable de le faire. Moi, quand je vois les gens qui s'arrachent le cœur par rapport à ça, non mais savent-ils qu'à Dorval, à l'aéroport de Dorval, c'est 4 millions de litres d'essence qui sont consommés tous les jours par les avions. Puis ce pétrole-là, il arrive pas par train, puis il arrive pas par camion. Il arrive par un pipeline. Eh oui, il y en a des pipelines au Québec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réconciliation avec les Autochtones, c'est quoi? C'est essentiel. C'est essentiel et on s'en parlait tantôt. Moi, j'ai le privilège d'avoir les Premières Nations dans mon comté, Wendake.
C'est sûr, je suis un gars de Loretteville, j'ai grandi à côté, j'habite à 1000, j'ai grandi puis j'habite encore à 1000 de Wendake. J'ai des amis intimes très proches, des amis d'enfance. C'est des gens que je connais très bien. C'est des gens avec qui j'ai une relation exceptionnelle et réciproquement aussi. Je suis un privilégié, moi. J'ai grandi à côté d'eux autres. Et c'est une Première Nation qui est une inspiration pour toutes les Premières Nations sur la façon de vivre ensemble. Et quand on dit vivre ensemble, c'est pas, tu sais, c'est vivre ensemble. Donc, chacun met l'épaule à la haut. Et on doit voir ça comme étant des partenaires pour la prospérité. Des partenaires pour l'unité également. Et non pas une confrontation. Et c'est pour ça que je suis très fier de dire que la seule fois dans l'histoire du Canada où un chef des Premières Nations s'est adressé aux députés de la Chambre des communes, c'est sous l'égide de l'invitation du premier ministre Harper, le 11 juin 2008. Et c'est pour ça qu'à mon bureau de comté et à mon bureau ici à Ottawa, j'ai le drapeau de la Première Nation de Wendake parce que c'est des gens que je représente et j'ai les déclarations du premier ministre concernant les excuses offertes aux Premières Nations pour les écoles résidentielles. Parlons un peu de votre vie personnelle. Vous avez quand même 2 enfants, Jean-Philippe et Béatrice. C'est quoi être un bon père? Ah, mon Dieu. Un bon père, évidemment, chaque âge a ses défis. Hein? et c'est ça qui est magnifique dans la vie. Chaque âge a ses défis, chaque âge a ses bonheurs et chaque âge a ses préoccupations aussi. Tu sais, quand un petit bébé est tout petit, puis c'est bien fait, puis c'est tout fun, c'est cute, là, oui. Mais à 4 heures le matin, quand ça fait 8 fois que tu te lèves, c'est peut-être pas nécessairement aussi agréable que ça. Quand les enfants ont 14-15 ans puis qu'ils sont un peu brusques, c'est pas agréable, mais ça fait partie de la vie. Mieux vaut qu'ils soient brusques et qu'ils fassent leurs erreurs à 14-15 ans qu'ils les fassent à 35 ans. Les impacts sont un petit peu plus... Mais globalement, un bon père, un bon parent, c'est quoi? Un bon parent, c'est celui qui doit être le plus présent avec ses enfants, mais quand il est présent, il est présent. Je me souviens de Bernard Landry qui m'avait dit un moment donné, fait un petit peu name dropping là cette affaire-là, mais Monsieur Landry m'avait dit oui, c'est vrai que la politique est très exigeante, mais quand tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Il faut que tu sois avec tes enfants quand tu es là. Et commence pas à polluer ta relation avec tes enfants avec la politique quand tu es là, tu sais, quand ils sont avec toi. Mais il faut les respecter dans leurs choix, dans leur vie, puis dans ce qu'ils sont. La maman de mes enfants est comptable, moi j'ai été journaliste, député. Ma fille est dans le monde agricole, une formation académique en administration et en agriculture. Mon fils est un artiste athlète du Cirque du Soleil. Actuellement, il est en contrat à Hambourg pour le cirque permanent là-bas. C'est au sommet de sa carrière à 27 ans. C'est fantastique. Strictement rien de rapport de mes enfants avec nos vies professionnelles, mais on les a laissés faire leur choix et on les a accompagnés. Qu'est-ce que vous leur avez transmis, vous pensez? Mon Dieu, c'est toujours délicat puis dur à dire parce que on fait notre possible comme parents. Puis il n'y a pas de manuel d'instruction. Si ce n'est que l'exemple, puis la motivation, puis de les aimer. Puis de les aimer dans ce qu'ils sont, puis de les aimer dans leurs choix, puis de les accompagner dans leurs choix, puis de les laisser faire. De les laisser faire de leurs choix, mais en étant toujours à côté. Pas à côté pour les épauler puis pour les aider, mais pas pour leur dire quoi faire. Et les recommander ou en fait du mieux possible tenter les Mais quand un fils vient voir son père puis dit papa, je vais être artiste de cirque dans la vie. Eh ben on va tout faire pour l'aider. À 13 ans, mon fils a fait... 13 ans? Ouais, à 13 ans, c'est un beau... T'étais pas inquiet? Maintenant, je le suis plus qu'avant, puis je vais vous dire pourquoi. Mon fils avait 13 ans, et avec sa sœur, on les avait inscrits dans un camp d'équitation. On faisait de l'équitation quand ils étaient jeunes, puis tout ça. Et puis, il y avait une espèce de sidebar à l'école d'éducation en Beauce, et c'était un type qui avait fait un cirque. Alors, il faisait du trapèze, des trucs comme ça. Alors, on va chercher les enfants à la dernière journée de ce camp-là, et on voit des gens qui sont sur un trapèze, puis tout ça. Puis là, je commence à regarder en haut, à peu près 50 pieds dans le ciel. Puis là, je regarde ça, puis je dis, ouais, c'est Jean-Philippe, ça, là. Et comme de fait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Alors, école de cirque à Québec et tout ça, puis on l'a accompagné dans ses choix. Vous avez embarqué là-dedans, sans dire, c'est difficile, tu vas pas gagner ta vie, c'est fou, c'est dangereux. Il y avait toujours un plan B à l'horizon. Évidemment, comme plusieurs petits garçons, il avait été beaucoup attiré par l'informatique et ces trucs-là. Donc, il y avait le plan B qui était en marche. Mais le plan A, on l'accompagnait dans son choix. Évidemment, comme tous les garçons du monde, le mardi matin pour se lever,
lever pour aller à l'école, c'était pas enthousiasmant, mais quand le samedi, il faisait des compétitions d'impro, 6 heures le matin, il était levé, madame, ça avait pas de problème, puis à 8 heures, il sautait comme un cabri, puis tac, puis ça y allait, là, tu sais. Alors, c'est sûr qu'on sentait qu'alors, il faut que tu accompagnes tes enfants dans ces choix. C'est très facile à dire pour moi aujourd'hui, mais c'est sûr que ça a amené, et c'est vrai dans n'importe quoi. Et c'est vrai dans n'importe quoi. Ça aurait pu être ça comme ça aurait pu être autre chose, comme ma fille, quand elle a décidé d'aller en agriculture, puis à l'âge de 16 ans, elle est allée à l'Apocatire, elle a quitté la maison pour aller étudier à l'Apocatire. Bon, OK, 16 ans et 11 mois, là, mais quand même, c'était 16 ans, là, quand elle est allée à l'Institut à l'Apocatire. Et on les accompagne dans leur choix. C'est pas à nous à leur dire quoi faire. On est là pour les accompagner, puis on est le coussin que si jamais ça marche pas. Puis c'est correct si ça marche pas, mais ça le fait. Mais voilà qu'aujourd'hui, mon fils, après avoir traversé le monde 25 fois à peu près, il a gagné sa vie depuis plus de 10 ans là-dedans. Voilà qu'aujourd'hui, il est au sommet au Cirque du Soleil. Il me racontait l'autre fois, il dit, tu sais, les gars qui sont là à côté de sa photo, là, ça, c'est les gars qu'il y a 15 ans, je regardais sur DVD, puis je me disais, hey, wow, ça, c'est le top of the world. Ben, j'ai dit, ben, t'es rendu là, mon homme. T'es rendu à ce niveau-là. Ben oui, je suis content. Je suis surtout content qu'ils sont accomplis. Moi, je suis un grand privilégié de la vie. J'ai 2 enfants qui sont accomplis, et dans leur vie personnelle, et dans leur vie professionnelle. C'est un privilège, ça, dans la vie, là. C'est un grand privilège. Est-ce que vous allez le voir en spectacle? Ça devrait. Mais, évidemment, vous répéterez pas ça, là. Mais quand je l'ai vu en spectacle, je regarde toujours à côté. Vous avez peur pour lui? Ben, tu peux pas faire semblant, hein. Un joueur de hockey, ça, il tente pas de jouer, ben, patine. Bon, je peux pas bien été. Mon fils, s'il est pas en forme, ça, il tente pas, là. Tu sais, c'est assez, faut toujours qu'il soit top notch, which is fine. Mais c'est ça, la vie aussi, tu sais. Alors, on fait ce qu'on peut dans la vie. Tu sais, les enfants nous appartiennent pas, hein. Les enfants, on est là, puis on les amène, puis on essaye de faire notre possible, puis ils sont accomplis, mais mon Dieu, c'est un privilège. Je le répéterai jamais assez. Moi, je suis privilégié dans la vie. J'ai jamais été confronté à des graves problèmes avec mes enfants puis tout ça. Évidemment, des préoccupations comme tout le monde, là, attention, là. Faut pas penser que ça a toujours été le parti. Mais des préoccupations légitimes et normales. Ma fille qui est avec son chum, vient d'acheter leur maison récemment, puis là, une semaine passée, je suis allé donner un petit coup de pinceau dans leur nouvelle maison. Tu sais, c'est beau de voir ça, là. C'est la vie qui profite. Mes parents, 95 ans, évidemment, la santé est un peu défaillante, mais je suis privilégié aussi, tu sais. Puis ils voient les enfants, les petits-enfants grandir, puis s'accomplir aussi, puis ils sont toujours pleins de bonheur quand ils sont là. C'est important, la famille? Oui, c'est important. C'est important, puis c'est le socle universel. Et chacun a sa famille là-dedans. Et s'il faut... On sort pas d'une boîte à Cracker Jack, t'sais. On est le fruit de ce que nos parents ont bien voulu qu'on soit, puis qu'on a pris nos décisions plus tard. Mais le fondement, le socle, la racine même est toujours là, il doit toujours demeurer. Avec chacun ses défis, tu sais. Quand mes grands-parents ont quitté l'Italie, ils ont quitté l'Espagne pour aller à Alger. Quand mes parents ont quitté Alger pour venir s'établir ici au Canada, chacun avait ses défis, là, et chacun doit répondre à ces défis-là, mais chacun doit s'assumer pleinement. Et comme je vous dis, là, quand je vois que mes enfants s'accomplissent, c'est au plan privé et au plan personnel et au plan professionnel, mon Dieu, c'est un grand privilège de la vie, ça. C'est quoi la loyauté en politique? Il faut d'abord être loyal face à soi-même, face à ses idées, face à ce qu'on croit. Et oui, la politique amène une loyauté professionnelle et politique face aux chefs et face aux partis. Pourquoi? Parce qu'on a été élu avec un parti, parce qu'on a été élu avec un chef, parce qu'on a été élu avec un programme. Alors quand les gens pestent contre la ligne de parti, c'est écœurant, mais c'est parce que la ligne de parti a été écrite dans le programme dans lequel on s'est fait élire. Et quand tu n'assumes pas la ligne de parti, c'est que tu n'assumes pas ce pourquoi tu as été élu. Alors oui, ça prend une certaine cohésion. Mais est-ce qu'on est 100% d'accord avec tout? Bien sûr que non. Si vous avez un politicien qui vous dit, moi, je suis 100% d'accord avec tout, puis 100% avec ce que mon chef dit, puis avec 100% du caucus qui est 100% derrière le chef, et 100% devant vous, un menteur. Je veux dire, c'est impossible. C'est humain. Soi-même, personnellement, on change d'idée le matin sur quelque chose, puis l'après-midi dans nos vies privées, puis personnelles, puis tout ça. Alors, il faut laisser cet espace-là, mais il faut qu'à la fin de la journée, comme on dit en mauvais français, at the end of the day, à la fin de la journée, il faut que tout le monde soit cohérent dans l'action. Parce que c'est cette action-là de cohérence qui fait qu'on peut avancer les choses. Si on est 338 ici à tirer chacun la couverte de notre bord, on va dire une affaire, ça avancera pas bien, mais le Canada n'aurait pas bien avancé non plus. Ça prend une certaine cohésion d'action.
Mais si par malheur, il y a des changements radicaux qui ont cours, qu'il y a des changements d'orientation qui ont cours, qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue puis qui va à l'encontre de ce pourquoi on s'est engagé, alors là, oui, on peut taper du pied. Et bon, on ne fera pas de la politique partisane ici, mais disons que c'est arrivé à quelques reprises avec l'actuel gouvernement. Mais ça fait partie de la rhétorique politique. Avez-vous des regrets? Non, pas du tout. Aucun? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Peut-être parfois des propos maladroits que j'ai pu tenir. Généralement, on s'excuse puis on passe à autre chose après. Vous savez, on est dans le monde de la confrontation, mais on doit être toujours dans le monde du respect. Mais il y a personne qui est à l'abri d'un propos qui dépasse la pensée. Ça arrive à tout le monde. On est humain. Ben quand ça arrive, tu t'excuses puis tu passes à autre chose après. Puis des fois que les attaques qui sont trop brutales font en sorte que ça peut refroidir une relation, oui. Le temps arrange les choses. Le temps arrange beaucoup les choses. Et en 11 ans de politique, j'ai fait des bêtises, j'ai dit des niaiseries, puis comme j'ai fait des bons coups, puis j'ai dit des bonnes choses, j'ai pas réinventé la roue, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, comme bien du monde. Mais c'est sûr que personne qui est à l'abri d'erreur. Mais quand t'en fais une, arrange-toi donc pour calmer le jeu après. Il y a des façons de faire correctement. Et souvent, il peut se développer des amitiés avec les partis adverses, comme il peut se développer beaucoup d'amitiés avec les collègues. Mais pourquoi? Parce qu'on fait le même job. Et souvent, ça aide à régler bien des situations quand justement t'as ce type de relation-là. En politique, il faut avoir des adversaires. Quand tu commences à avoir des ennemis, là, pose-toi des questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis, mercredis à 16h30 avec Mario Dumont, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, la Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.